Doudou Diène, l'expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme, a été reçu par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Ils ont échangé sur les questions des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Du 19 au 21 février, il se tiendra le premier congrès de la Société ivoirienne de néphrologie à Grand-Bassam, un congrès qui, selon les organisateurs, va mobiliser plusieurs personnalités du monde de la santé. Ils viendront de plusieurs pays du monde. Et puis, la présidente de transition de la Centrafrique, Catherine Samba Panza, plaide pour un prolongement de l'opération Sangaris jusqu'aux élections prévues en février 2015 en Centrafrique. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI dans l'actualité ivoirienne. Doudou Diène, l'expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme, a été reçu par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Ils ont échangé sur les questions des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Hugues Hervé Blé. Expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, Doudou Diène est à nouveau en visite officielle. Au centre des échanges qu'il a eus avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, la protection des victimes des droits de l'homme et la lutte contre l'impunité dans le pays. Pour l'expert des Nations Unies, ce sont des éléments importants dans le processus de réconciliation nationale, processus qui a besoin d'être consolidé dans l'optique des élections de 2015. Il y a eu des progrès incontestables sur le plan institutionnel. La reconstruction démocratique s'est faite sur le plan institutionnel. La justice est en train aussi d'être reconstruite. Mais il y a encore des défis majeurs. Il va falloir faire en sorte, dans la perspective des élections de 2015, que toute la question du jugement de ceux qui ont été libérés ait lieu. Il faut faire en sorte qu'en amont, la question de l'impunité soit combattue, que l'équité et l'impunité deviennent une réalité. Et à ce moment-là, je pense que les élections de 2015, accompagnées maintenant d'un dialogue politique réel et profond, concret, inclusif et pluriel, peuvent permettre que les élections de 2015, et c'est ça le test ultime, soient des élections apaisées et démocratiquement crédibles. Doudou Diène est en mission de 13 jours, l'occasion pour lui de collecter des informations sur la situation des droits de l'homme avant la présentation de son rapport à la 26e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, session prévue en juin 2014. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a reçu le sous-secrétaire des Nations Unies chargé du maintien de la paix et Doudou Diène, l'expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme. Au menu des échanges, la situation sécuritaire et les questions des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Abou Sanogo. Le sous-secrétaire des Nations Unies chargé du maintien de la paix, Edmond Muli, reçu en audience par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Le diplomate onusien, accompagné de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire, dit être venu se rendre compte de la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire, mais surtout du retour de la paix. Selon lui, les Nations Unies sont disposées à accompagner la Côte d'Ivoire sur le chemin du maintien de la paix et encouragent les autorités ivoiriennes à maintenir leurs efforts de sécurisation et de réconciliation tout en veillant au bien-être des populations. Et chaque fois que je viens ici, je peux voir que le pays va sur la bonne voie, la bonne direction. Le pays est apaisé, il y a le processus de dialogue et réconciliation nationale. Enfin, il y a beaucoup de défis, mais si on compare la situation d'aujourd'hui avec celle d'il y a 2 ans ou d'il y a 3 ans, il n'y a vraiment pas de comparaison. C'est les institutions républicaines et démocratiques qui fonctionnent. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko a rassuré son hôte quant à la volonté des autorités ivoiriennes de tout mettre en œuvre pour garantir la sécurité et la paix sur l'ensemble du territoire national. Bien avant, le sous-secrétaire des Nations Unies chargé du maintien de la paix, Ahmed Bakayoko, a accordé une audience à Doudou Diène, expert indépendant des Nations Unies en charge des questions des droits de l'homme. Ce dernier s'est félicité de l'amélioration de la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Michel Gbagbo, le fils de l'ancien président interpellé vendredi dernier à l'aéroport par la police nationale, a été entendu et libéré. Pour le procureur général Ali Yeo, Michel Gbagbo, en liberté provisoire, ne peut sortir du pays sans en informer les autorités judiciaires. Sylvie Touré.
Michel Gbagbo est libre et il va bien. Il a regagné son domicile ce lundi après-midi, a révélé son avocat, Maître Rodrigue Dadje. Michel Gbagbo a été empêché de sortir du territoire vendredi dernier, une interpellation qui sonne comme un abus pour son avocat. La position du parquet est totalement erronée. En réalité, je pense que l'interpellation de Michel est une interpellation abusive, parce qu'aucun test, ni l'article 144, ni l'article 150, n'interdisent à Michel de voyager. Selon le procureur général, Michel Gbagbo, en liberté provisoire, ne peut sortir du territoire sans en informer les autorités judiciaires, surtout qu'il doit comparaître devant la cour d'assises. Les dispositions légales que nous avons et qui règlent de manière très précise la liberté provisoire d'une personne qui est accusée. Il s'agit de l'article 144 du Code de procédure pénale qui, avec l'exigence de l'élection de domicile au siège de la juridiction qui doit juger l'accusé, exige que cet accusé soit à demeure à cet endroit et que tout déplacement doit être signalé à l'autorité qui doit l'autoriser. C'est suffisamment clair, il y a un fondement juridique, il n'y a aucun abus nulle part. C'est par voie de presse que nous avons été informés de ce voyage, ajoute le procureur général. Ali Yeo annonce la tenue des assises pour bientôt. Aucune date pour le moment n'a été avancée. Sont concernées une centaine de personnes, y compris Michel Gbagbo. Il est accusé d'atteinte à la défense nationale, d'attentat ou complot contre l'autorité de l'État, de troubles à l'ordre public, de constitution de bandes armées, de direction et de participation à des bandes armées, de tribalisme et de xénophobie, enfin de rébellion. Incarcéré après la crise post-électorale, Michel Gbagbo bénéficie depuis juillet 2013 d'une liberté provisoire. Le Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants piloté par la Première Dame, Mme Dominique Ouattara, et le Comité interministériel pour la lutte contre le travail des enfants passe à la phase de répression. Une opération policière a permis d'interpeller 44 individus dans la région de la Nawa et de prendre en charge une quarantaine d'enfants. Viviane Haïma. Après 2 années de campagne de sensibilisation, l'heure est à la répression. Le Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants et le Comité interministériel, avec l'appui technique de l'Office international des polices criminelles Interpol Lyon et l'appui financier de l'ONG Child's Right, passent désormais à la traque des trafiquants d'enfants. Le top départ de cette nouvelle phase de la campagne de lutte contre le travail des enfants a été donné le mercredi 12 février dernier dans la région de la Nawa, à travers une opération policière dénommée Opération Nawa. Cette opération regroupant l'ensemble des forces de sécurité de la région a permis de débusquer au total 84 individus, dont 44 ont été placés en observation. 3 femmes figurent parmi ces 44 personnes mises en observation. Ce coup de filet a permis d'arracher 41 enfants des mains de ces trafiquants. Ces 41 enfants ont été conduits à l'orphelinat de Soubré. Ces derniers seront pris en charge par l'État ivoirien et l'ONG Child's Right. Sur ces 44 trafiquants d'enfants, on compte une dizaine d'Ivoiriens, la majorité étant originaire du Mali et du Burkina Faso. Et votre enfant, il a quel âge? Il a 13 ans. Est-ce que vous savez qu'il est défendu de faire travailler les enfants qui sont pas encore majeurs? Ils ne m'ont pas informé, ça cause ça était. Ils ne m'ont pas informé. Ils ne savaient pas. La cérémonie de clôture de cette opération de police s'est déroulée le samedi 15 février au foyer des jeunes de Soubré, devant les autorités administratives, les autorités militaires et les membres de l'ONG Child's Right. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, était représentée par Mme Yao Patricia Sylvie, secrétaire exécutive du Comité national de surveillance et directeur de cabinet de la première dame. Mme Patricia Yao Sylvie a rappelé encore une fois, en des termes forts, toute l'importance de la lutte contre le travail des enfants pour la Côte d'Ivoire. Comme vous le voyez, dans le cadre de cette opération,
Je suis entourée de monsieur le procureur de la section du tribunal de Soubré ainsi que de toutes les forces de défense pour montrer à nos parents que, après la sensibilisation que nous avons menée, une grande campagne depuis 2 ans sur la lutte contre les pires formes de travail des enfants et le trafic de ces enfants, nous sommes à la phase de répression qui est un axe important de notre plan d'action national. Ngo Bakayoko, représentant du ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, Moussa Dosso, président du comité interministériel, a expliqué que les opérations de police visent à retirer les enfants victimes de l'exploitation et à les mettre à la disposition des services sociaux. Les trafiquants pris sur le théâtre des opérations seront, quant à eux, mis à la disposition de la justice. Après cette cérémonie, Mme Yao Patricia Sylvie a rendu visite aux enfants placés à l'orphelinat de Soubré. La représentante de Mme Dominique Ouattara a remis la somme de 500 000 francs aux responsables de l'orphelinat pour aider à la prise en charge de ces enfants. 6 enfants âgés de 10 à 14 ans sont morts hier après-midi dans la lagune à l'autre rive de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer de Yopougon. Selon les témoignages, l'un des enfants s'est retrouvé en difficulté en voulant nager. Ses amis auraient sauté à l'eau pour lui porter secours au prix de leur vie. Autre sujet, à l'initiative du président de l'Assemblée nationale, une mission parlementaire a sillonné les chefs-lieux de sous-préfecture du département de Kong. La tournée a porté sur l'explication des lois sur le foncier rural, le mariage et le binôme coton-anacarde. Charles Tatou, RTI Boaké. En tournée dans les chefs-lieux de sous-préfecture, la mission parlementaire accompagnée du corps préfectoral et des chefs des services techniques du département de Kong visait à expliquer certaines lois, dont celles portant sur le foncier rural, le mariage et le binôme coton-anacarde. En ce qui concerne Kong, le ministre chargé des affaires présidentielles, également député, nous a instruit d'entrer dans tous les hameaux pour passer l'information aux populations, surtout en insistant sur les aspects des lois qui ont été votées et qui les concernent. Nous sommes satisfaits parce que l'information a été portée et traduite dans notre langue et les populations ont bien compris le sens et la quintessence de toutes les lois que nous avons eu à expliquer. En affanant, les populations rurales n'ont pas manqué de révéler les difficultés qu'elles éprouvent dans le domaine agricole. Cette année, le prix du coton a diminué de 15 francs. Et puis avec une hausse des intrants, l'État a refusé de subventionner ces engrais-là. Donc le paysan n'en sort pas. On veut dire que le gouvernement revoit cette situation. À Kong, chef-lieu de département du même nom, les débats ont été houleux, surtout sur la question du mariage. Mais la mission parlementaire a réussi à convaincre. J'ai retenu quelque chose. La femme aussi doit prendre ses décisions aussi dans un couple, doit décider aussi dans les réunions. Même dans le popote, elle peut participer aussi. C'est déjà bien. La décision prise, si le propriétaire a son terrain et que 50 ans plus tard, s'il n'a pas fait les papiers, le terrain revient à l'État. S'il a ses papiers, si un jour il y a quelqu'un qui venait vers lui pour lui dire que c'est mon terrain, s'il donne les papiers, il n'y a pas de problème. L'étape de Sikolo, village récemment érigé en sous-préfecture, dont les populations sont encore dans l'attente de la nomination de leur sous-préfet, a bouclé la tournée des députés dans le département de Kong. La première session extraordinaire 2014 de l'Assemblée nationale s'est ouverte hier lundi. Les députés auront à examiner les jours à venir 9 projets de loi. Le code minier, le code de l'électricité et la couverture maladie universelle sont entre autres les projets concernés. Léo Broukwame. Les vacances parlementaires des députés écourtées du 17 février au 6 mars 2014 pour examen de 9 projets de loi. Entre autres, les tests relatifs au code des mines et de l'électricité, à l'assurance maladie universelle, des questions de développement qui touchent au quotidien des populations, d'où l'intérêt pour les 234 députés présents sur les 254 siégeants de demander une rallonge de la durée de cette première session extraordinaire. Il s'agit de traiter à fond ces questions dans l'intérêt de la nation et de chaque Ivoirien. Autre interrogation, l'initiateur des 9 projets de loi
auquel manque la signature du président de la République, pourtant auteur de la lettre de saisine de l'Assemblée nationale. La suite, ce sont des débats houleux et la suspension de séance pour 1 heure environ, le temps pour les groupes parlementaires d'ajuster leur position avec celle du bureau de séance présidé par la première vice-présidente. Le verdict, le manque de signature du chef de l'État au projet de loi est une question de forme qui ne saurait empêcher la tenue des travaux de cette première session extraordinaire dont la prorogation est laissée à l'appréciation des présidents de commission. Au total, un peu plus de 2 heures d'horloge, soit de 10h30 à 13h15 pour arrêter le calendrier de travail de cette première session extraordinaire de l'année 2014 ouverte ce lundi. Cet appel à la vigilance des demandeurs d'emploi, le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle tient à informer l'ensemble des usagers de ces services ainsi que toute la population qu'il n'y a aucun programme d'emploi ou d'aide à l'emploi ni aucune activité de son département de façon générale qui fait l'objet de rémunération. Le ministre d'État invite toutes les personnes désireuses de prendre la tâche de ces services à consulter le site du ministère www.formation.gouv.ci. Tout à fait autre chose, le conseil exécutif de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire a tenu une conférence de presse hier à la Maison de la Presse au Plateau. Objectif demander au conseil d'administration de la même structure le respect des textes en vigueur quant aux suites à donner à l'affaire Saleh Tiemoko Traoré Moussa. La déclaration prononcée par la présidence par intérim du conseil exécutif et suite à une note du conseil d'administration publiée le 14 février dernier dans les colonnes du quotidien Fraternité Matin. Christelle Médan. Il n'y aura pas de congrès extraordinaire de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Tel qu'annoncé le 14 février dernier, le conseil exécutif rejette aussi le gel des comptes bancaires de l'Union, dernièrement décidé par le conseil d'administration. Eu égard aux dispositions statutaires, la décision du conseil d'administration portant convocation d'un congrès extraordinaire est donc nulle et de nul effet. Au regard des dispositions statutaires de l'UNJCI, le conseil d'administration n'a pas le pouvoir de geler les comptes de l'Union. Ainsi, le conseil d'administration outrepasserait ses missions en vertu des textes de l'Union. Il est donc appelé par le conseil exécutif à appliquer ces textes, notamment en retirant sa carte de membre de l'UNJCI à Traoré Moussa, ex-président du conseil exécutif. Ce dernier, impliqué dans la récente affaire d'extorsion de fonds à Saleh Tiemoko, s'est vu sanctionné par le Conseil national de la presse. Traoré Moussa laisse ainsi son siège de président à sa première vice-présidente, Habiba Dembélé, pour une durée de 6 mois. Passation de charge qui devrait par ailleurs être entérinée par le conseil d'administration. C'est donc un conseil exécutif présidé par intérim et manifestement solidaire qui a tenu une conférence de presse pour se prononcer sur les suites de cette affaire qui a secoué le monde des journalistes ivoiriens. Le conseil exécutif a conclu sa déclaration en annonçant les activités à venir, la plus proche étant l'Assemblée générale qui se tiendra du 29 au 30 mars 2014. Il s'est ouvert hier lundi ici à Abidjan le 17e congrès de l'Association africaine de l'eau. Plusieurs pays se sont mobilisés pour l'événement. Occasion pour la Côte d'Ivoire de nouer des partenariats avec les nombreuses entreprises présentes pour le financement de ces projets en matière d'eau potable et d'assainissement. Venance Herman Niabien. Le 17e congrès de l'Association africaine de l'eau en terre ivoirienne, une opportunité pour la Côte d'Ivoire. Le pays, dans son programme de développement, enregistre plusieurs projets d'infrastructures, notamment dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, surtout dans le district d'Abidjan, où de nombreux projets sont en cours d'exécution. La présence des structures exerçant dans le secteur de l'eau et de l'assainissement à ce 17e congrès était fort remarquable. On note la participation des 28 exposants issus de la Côte d'Ivoire sur les 112 enregistrés à ce congrès. Notre présence ici, c'est d'échanger avec certains partenaires techniques financiers pour leur proposer notre vision, pour leur proposer notre plan d'action, de sorte à pouvoir avoir des partenariats de financement, de collaboration technique pour pouvoir améliorer le service de l'assainissement au niveau de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous savez que l'un des thèmes de ce congrès, c'est la mobilisation des ressources. Donc c'est à point nommé qu'on peut dire que ce congrès arrive. Nous discutons avec nos clients, nous écoutons les sessions techniques. Une fois qu'ils sont là,
ils nous donnent les solutions qu'ils ont décidées et ils trouvent qu'à Abidjan, ils ont la solution idéale. 1200 participants venus des différents pays d'Afrique, d'Europe, d'Asie et des États-Unis prennent part au congrès. 4 grands thèmes seront abordés. Le financement des infrastructures pour le développement durable du secteur de l'eau en Afrique, l'assainissement, l'eau non facturée et les villes du futur. Un accent particulier est mis sur l'assainissement et l'eau non facturée. L'eau non facturée, c'est justement cette eau qui constitue éventuellement le gaspillage, que ce soit au niveau des populations ou que ce soit même au niveau des réseaux. L'assainissement est source de maladies, l'assainissement est source de décès pour beaucoup d'enfants aujourd'hui en Afrique. Et il est nécessaire vraiment de pouvoir faire en sorte à ce qu'on puisse régler ce problème. La Côte d'Ivoire bénéficie du soutien de 40 pays africains. Ces pays, tout comme la Côte d'Ivoire, ayant pour la plupart des problèmes d'accès à l'eau potable et d'accès à un service d'assainissement adéquat, ils sont venus se partager les expériences afin d'améliorer le cadre de vie de leur population, mais surtout profiter des opportunités de financement de leurs projets de développement, des infrastructures de l'eau et de l'assainissement. Désormais, un guide de gestion des déchets solides, ménagers et assimilés pour maintenir la propreté dans toutes les villes de Côte d'Ivoire. Le lancement de ce guide a eu lieu à Boisflé, dans la région de la Marawi, par le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Kader Sogodogo, RTI Boaké. Désormais, toutes les villes de Côte d'Ivoire auront une politique commune de salubrité. La volonté du gouvernement de donner à notre pays un cadre environnemental où il fait bon vivre se résume dans le guide de gestion des déchets solides ménagers et assimilés, DSMA. Ce guide a été officiellement présenté à Boisflé par le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, Dr Rémi Alakwadio. Pour lui, il est temps d'impliquer les populations dans la résolution de l'épineuses question de la salubrité. Les populations vont partir de leur maison avec leurs ordures qu'elles auront conditionnées dans le récipient de leur choix. Ça peut être un seau, une cuvette, tout ce que vous voulez. Elles vont arriver au centre de groupage où elles seront attendues par un fonctionnaire de la mairie qui aura, lui, des sacs poubelles. Et on ne versera pas les ordures par terre, on les verse directement dans le sac poubelle. Et ensuite, on noue la tête du sac poubelle. Lorsqu'il y a suffisamment de sacs poubelles remplis, alors les tricicles que nous avons donnés vont venir chercher ces sacs poubelles pour les envoyer au centre de groupage. Et lorsqu'il y aura suffisamment de sacs poubelles remplis dans le centre de groupage, alors le tracteur ou le camion Ben viendra les chercher pour les envoyer à la décharge. C'est un système qui demande la collaboration des maires. Le parrain de cette cérémonie, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Charles Kofi Dibi, représentant le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, a rappelé à l'assistance que le développement de la Côte d'Ivoire passe d'abord par la propreté de nos cités. Ailleurs, quand on se nettoie, on met le mouchoir en pause, même s'il est sale. Parce qu'on a honte de jeter, c'est tellement propre. Parce que quand c'est beau, on cultive l'amour et la solidarité. Quand c'est beau, on se développe mieux. Quand c'est beau, on se porte mieux. En prélude au lancement du guide de gestion des déchets solides, ménagers et assimilés, les directeurs régionaux de l'environnement et de la salubrité urbaine, ainsi que des élus locaux et certains responsables techniques des mairies ont été formés à l'utilisation de ce nouvel outil. Autre sujet, le ministère de l'Enseignement supérieur soutient qu'aucune association ou organisation d'étudiants ne sera dissoute. Le ministère de l'Enseignement supérieur réaffirme qu'en plus de ces associations, il pourrait être mis en place au sein de chaque université un conseil des étudiants, comme cela se fait dans les grandes universités du monde. Kwasi Mamadou. Il n'est pas mis fin à l'existence de la FESI, Fédération estudiantine scolaire de Côte d'Ivoire, et des autres structures de défense d'intérêts d'étudiants. Le prochain conseil des étudiants dans le cadre de réformes ne les exclut pas. C'est une information que le conseiller spécial du président de la République, chargé de la jeunesse et des sports, a tenu à rappeler aux différentes associations d'étudiants ce lundi 17 février à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. L'information qui a été donnée sur les antennes de la télévision faisant état de la dissolution des organisations étudiantes n'est pas vraie. Et donc c'est cette information que nous étions venus porter. Un rectificatif qui rassure ces structures qui ont perturbé les cours ce jour. En conservant leur statut, ils attendent contribuer à la réforme de la vie associative au sein des universités. Les choses avancent, donc il faut que nous aussi là, on se mette dans la dynamique des réformes, on le fera. Seulement, on demande que les associations puissent exister. À partir du moment où les associations existent,
elles peuvent, n'est-ce pas, apporter leur contribution aux réformes. L'amélioration de la gouvernance des organisations d'étudiants vise une participation plus accrue des apprenants à la vie de leur université. Rien ne se fait à Nangui, à Brogua, sans qu'il n'y ait une réunion préalable avec toutes les associations. Après cette rencontre, le calme est revenu à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody cet après-midi. L'ambassadeur du Royaume d'Espagne vient d'offrir du matériel didactique aux élèves du collège Eulé James de Divo parce qu'elle s'intéresse beaucoup à la langue espagnole. Le président du conseil régional du Lot-du-Bois a exprimé sa gratitude aux diplomates espagnols. Honorine Kakubla, Anigori. Des livres, des dictionnaires, du matériel informatique et de divers autres matériels didactiques, notamment des supports audiovisuels. C'est le don que vient de faire l'ambassade d'Espagne en Côte d'Ivoire au collège Eulé James de Divo. L'ambassadeur Fernando Moran a rendu hommage à tous les éducateurs de la région du Lot-du-Bois. Il a indiqué que sans éducation, un pays ne peut pas progresser. C'est pourquoi l'Espagne et son gouvernement ont fait cette première donation à la communauté éducative. Il a souhaité qu'à travers ce matériel audiovisuel, l'enseignement de l'espagnol ne soit plus seulement fait à travers les livres et les professeurs, mais ait un aspect plus ludique. Il s'est également dit favorable à l'octroi de bourses d'études aux meilleurs élèves afin de parfaire en Espagne la connaissance de l'espagnol. Le président du conseil régional du Lot-du-Bois, Roland Comenan-Zakba, a exprimé la gratitude des bénéficiaires à l'endroit du donateur, avant de procéder à l'ouverture officielle du centre de documentation et d'information de l'établissement. Ce centre, qui va porter le nom de l'ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire, sera ouvert à tous les élèves de Divo. Le deuxième grand titre de cette édition, du 19 au 21 février, se tiendra le premier congrès de la Société ivoirienne de néphrologie à Grand Bassam. Un congrès qui, selon les organisateurs, va mobiliser plusieurs personnalités du monde de la santé, particulièrement des spécialistes en néphrologie. Ils viendront de plusieurs pays du monde. Laetitia Manglé. L'insuffisance rénale, une pathologie qui empêche les reins d'assurer leur fonction de filtration du sang. Un véritable problème de santé publique et cause de mortalité en Côte d'Ivoire. Cependant, l'on note des avancées dans le traitement de ce mal et c'est pour donc vulgariser la formation des professionnels de santé sur ces évolutions qu'un congrès est initié. L'objectif est de promouvoir la formation des néphrologues et la collaboration entre les sociétés savantes sœurs. Donc c'est surtout la formation et qu'il y aura également des sessions de formation médicale continue pour les médecins en matière de dialyse, en matière de gestion des abords vasculaires et également pour les infirmiers. Un congrès qui sera le cadre d'échange entre des spécialistes du domaine et plusieurs thèmes seront abordés, notamment la transplantation rénale. Les thèmes qu'on a vont pouvoir permettre de les informer, par exemple la télémédecine, la transplantation également, parce que nous débutons la transplantation rénale. Nous sommes à 8 greffes aujourd'hui en Côte d'Ivoire, parce qu'il y a d'autres pays qui veulent se lancer dans la transplantation. Donc la Côte d'Ivoire donnera son expérience. Le premier congrès de la Société ivoirienne de néphrologie se tiendra du 29 au 21 février à Grand Bassam et va réunir près de 200 délégués de la sous-région et de l'Occident. Le conseil municipal de Tafiré pour la consolidation d'un climat de paix et de cohésion sociale, cette vision d'unité des filles et des fils pour le développement de leur localité a donné droit à une journée de retrouvailles. Plusieurs ministres ont effectué le déplacement pour soutenir cette action du conseil municipal. Ouattara Amadou, RTI Boaké. Chômage des jeunes, manque d'infrastructures publiques et mésentente entre les cadres de Tafiré, tels sont les mots qui minent le développement de la sous-préfecture de Tafiré. Face à cette situation, le conseil municipal a initié une fête de la fraternité dénommée Fête du Rassemblement. Cette première célébration du genre répond à l'une des priorités du conseil municipal, celle de l'instauration d'un climat de paix et de cohésion sociale dans la région. L'honorable Sogona Bamba, député des circonscriptions de Badika,
de Niédiéka et de Tafiri. Le directeur de cabinet du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité Bamba Cheikh Daniel, représentant le ministre d'État Ahmed Bakayoko et le ministre d'État auprès du président de la République Ahoussou Kouadio Jano ont salué la mémoire des bâtisseurs de Tafiri. Ces invités de marque ont exhorté les filles et fils de Tafiri à la tolérance, au pardon mutuel et à l'union fraternelle en vue de taire leurs divergences pour promouvoir un seul idéal, le développement promis aux populations. Ces retrouvailles ont donné des résultats positifs à la commune, à savoir la réhabilitation du centre culturel, l'ouverture des voies, la pose de la première pierre du poste de police et un financement de 83 millions de francs CFA de la part du Fonds national de la jeunesse octroyé aux jeunes de Tafiri pour la mise en œuvre d'un projet risicole. Cet appui a été obtenu grâce aux efforts du ministre de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et Loisirs, Alain Michel Lobognon. Élu le 21 avril 2013, le conseil municipal de Tafiri, dirigé par Koulibaly Soungalo Charles Sanga, a par la même occasion fait sa rentrée solennelle. L'investiture du maire a été le clou de cette cérémonie. Et cette information pour terminer cette édition, au cours d'une visite de parlementaires français à Bangui, la présidente de transition de la République centrafricaine a plaidé pour un prolongement de l'opération Sangaris jusqu'aux élections prévues en février 2015 en Centrafrique. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI1.